L'année 1922 et l'année suivante, à Annecy-le-Vieux, chez des amis de Gabriel Fauré, il passera l'été et il rencontrera Gabriel Fauré, à qui il jouera un certain nombre de ses œuvres les plus importantes, celles précisément qu'il a enregistrées. Et nous entendrons tout à l'heure un des nocturnes de Fauré, un de ceux que Vlado Perlmutter a travaillé avec Fauré. Mais Fauré, m'a-t-il dit, était très libéral et ne donnait pas beaucoup d'indications. En revanche, Ravel, qu'en 1927 il a vu assidûment, car pendant 6 mois il est allé plusieurs fois par semaine à Montfort-l'Amaury pour travailler toute l'œuvre de Ravel, Ravel lui a donné des indications extrêmement précises, non pas sur ce qu'il fallait jouer, mais surtout sur ce qu'il fallait ne pas faire. Et en 1929, Vlado Perlmutter peut donner 2 récitals à Paris en présence de Ravel où il joue, il interprète toute l'œuvre de Ravel, toute l'œuvre pianistique. Et pour évoquer précisément ce travail avec Ravel, nous allons écouter un document tiré des archives de l'INA. C'est un extrait d'une carte blanche du 26 juillet 1966 et Vlado Perlmutter est interrogé par Suzy Agnier. Ravel était à la fois très simple et cependant vous tenait assez à distance par son extrême réserve. Travailler avec lui a été un des plus grands souvenirs que j'ai gardés de cette période où j'ai approché d'autres grands maîtres comme Paul Dukas. Il était très minutieux et savait exactement ce qu'il voulait. Mes contacts avec lui ont été ceux d'un jeune pianiste qui s'était pris d'une sorte de passion pour sa musique et d'un maître déjà célèbre. Aviez-vous une grande communication lorsque vous travailliez avec Ravel? Oui, il y avait une intensité dans le travail qui m'a laissé une très grande empreinte. Ravel était de ceux qui savaient parfaitement ce qu'il voulait. Il a cherché, je crois, d'autres instruments que les instruments habituels. Et il s'en est servi quelquefois dans L'Enfant et les sortilèges, mais il est très vite revenu au piano, par exemple, qu'il aimait beaucoup. Il était très exigeant avec cet instrument. C'est une question très intéressante, car elle touche au génie propre de Ravel, à mon avis. Ravel connaissait admirablement l'œuvre pianistique de Liszt. Quand il a écrit le concerto pour la main gauche, il avait sur son pupitre les études transcendantes. Lorsqu'il a écrit Tzigane pour violon, il avait sur son pupitre les caprices de Paganini. Il cherchait toujours à se servir de l'écriture de compositeurs qui techniquement avaient poussé le plus loin possible, avaient apporté, si vous voulez plus exactement, un élément nouveau. Par exemple, au moment où il a composé le concerto pour les 2 mains, pour Madame Long, il y avait la célèbre phrase du final du concerto où il y a une reprise du thème par le basson qui reste encore la terreur de tous les bassonistes. Et je me souviens qu'à cette époque, j'étais présent, il avait téléphoné à un célèbre bassoniste de la Société du Conservatoire ou de l'Orchestre de l'Opéra, je ne me souviens plus très bien, pour lui demander est-ce que c'est possible d'écrire cette phrase de cette façon. La réponse avait été c'est possible, maître, mais c'est très difficile. Oui, mais c'est très difficile, mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, mais c'est extrêmement difficile. N'est-ce pas? Il cherchait toujours l'extrême limite d'un instrument pour lui apporter les nouveautés. Ça correspondait chez lui non pas seulement à un besoin de technique, mais à un élément d'expression. Et cette expression, ce cri qu'il voulait faire jaillir de la musique, vers quel univers nous entraîne-t-il? Vous entraînait-il lorsque vous avez travaillé son œuvre? Sans aucun doute. Le cri ravelien se rattache d'une manière plus traditionnelle à une ligne classique, mais avec cet élément que je pourrais appeler un certain romantisme français, c'est-à-dire que Ravel enfouit son cri de passion, son cri de souffrance, son cri d'émotion, sa sensibilité en un mot, derrière, non pas une façade, mais une sorte de pudeur très typiquement française qui différencie le romantisme français d'un Debussy et d'un Ravel du romantisme allemand d'un Schumann ou d'un Brahms.
J'ai écrit à Maurice Ravel en lui disant que l'intention que j'avais, n'est-ce pas, et tout simplement il m'a fixé un rendez-vous alors à Montfort-l'Amaury. C'est l'époque où il n'avait pas encore son pied-à-terre à Paris et il vivait vraiment comme un ermite à Montfort-l'Amaury. Cela paraît un peu étrange maintenant pour les générations de notre époque, parce que Montfort se trouve relié maintenant à Paris, n'est-ce pas ? À cette époque, c'était 50 km de Paris, était vraiment une distance où l'on pouvait trouver encore le calme. Je crois que Ravel s'était installé à Montfort, d'une part parce qu'il aimait le calme, il aimait ce calme de la forêt de Rambouillet, car Montfort est à l'orée de la forêt de Rambouillet, et aussi, je crois, parce que Ravel ne m'a jamais donné l'impression d'être un compositeur qui travaillait facilement. Il devait avoir, il ne peut pas dire qu'il peinait, mais enfin, Ravel n'était pas un homme qui écrivait facilement. Et il devait avoir, pour son art, besoin de ce calme qu'il trouvait à Montfort. J'ai commencé par les toutes premières œuvres, le Menuet antique et la Pavane, entre autres par la Pavane. Quand je lui ai apporté cette œuvre, il m'a dit d'un air très dédaigneux, parce qu'il se jugeait avec une extrême lucidité, en disant « Comment, vous jouez ça ?» Et chaque œuvre a été étudiée extrêmement en détail, minutieusement. Il faisait très attention à deux choses, au rythme et à la pédale. Une œuvre, par exemple, que j'ai travaillé le plus, peut-être, laquelle il m'a non seulement donné le plus d'indications, mais où il a été très exigeant, ce n'est pas, comme le croiraient les pianistes Gaspard de la Nuit, mais tout simplement les valses nobles et sentimentales. C'est une œuvre qui était tout près de son cœur, une de ses œuvres préférées, comme dit Roland Manuel, une sorte de grenier où il allait chercher ses harmonies les plus précieuses. Et là, véritablement, il m'a fait travailler avec beaucoup de détails. N'est-ce pas, ces œuvres. Mais en général, il était assez difficile. Il a écrit à de ses amis, je veux écrire une œuvre plus difficile qu'Islamais. Islamais de Balakirev à l'époque, n'est-ce pas, représentait ce qui avait été écrit de plus difficile. Non pas du tout, je crois, qu'il se soit aspiré d'Islamais pour écrire Scarbo, qui reste très, très ravelien. Je ne peux pas dire que ces indications de facilité, vous voulez dire peut-être de doigté, ça, il ne s'occupe pas du doigté. Il ne m'a jamais donné d'indication de doigté. La seule chose, n'est-ce pas, qui a pu me donner une ouverture sur une certaine forme d'interprétation, c'est qu'il exigeait de Scarbo une vision symphonique. Car une question, je lui ai posée, car vous savez qu'il a orchestré pas mal de ses œuvres de piano. Et je lui ai dit, mais Scarbo me paraît très symphonique et vous ne l'avez pas orchestré. Il m'a dit, pourquoi voulez-vous que je transcrive pour orchestre une œuvre qui est elle-même une transposition d'orchestre? Donc il faut donc rechercher dans la complexité technique, dans la polyphonie poussée à l'extrême limite des possibilités pianistiques, n'est-ce pas? Il faut rechercher donc une vision symphonique. Ravel, je dois l'avouer, quand je l'ai connu, ne travaillait plus du tout son piano depuis longtemps. De plus, il s'était blessé le cinquième doigt de sa main droite dans une chaise de piano, et une phalangette, il jouait très très peu. Et ce qu'il me montrait n'était pas, je dois l'avouer, très inspirant, n'est-ce pas, parce qu'il jouait très mal. Mais cependant, il y a deux choses dont je me souviens extrêmement clairement. Très clairement, c'est par exemple le début d'Ondine qu'il faisait admirablement, et ce n'est pas commode, je parle au pianiste, et il a fait une chose étonnante, et on comprend pourquoi il en a farci toutes ces œuvres de piano. Il faisait les glissando d'une façon remarquable. Les doubles, est-ce que ça tenait à la forme de sa main? C'était incroyable.
Par exemple, le glissando de l'Alborada del Gracioso était pour lui une chose tout à fait normale. Le double glissando en tierce, encore, ça ne me pose pas de problème. Mais je ne peux pas dire qu'il m'ait donné beaucoup d'exemples. Voilà les propos de Vlado Perlmutter confiés au micro d'Henri Jaton. C'était exactement au mois de janvier 1970. Qu'a appris Perlmutter de Ravel? Le petit livre de Hélène Jourdan-Morange et de Perlmutter que je signalais tout à l'heure, malheureusement plus disponible, qui n'est plus réédité, qui n'est plus édité maintenant, donne des indications fragmentaires, très détaillées, un peu microscopiques parfois, passionnant en tout cas pour les pianistes, même amateurs. Sans doute, je pense que lorsque Vlado Perlmutter joua à Ravel ses œuvres, les remarques, voire les critiques de celui-ci furent plus générales. Les mouvements ne correspondaient pas toujours à ce qu'il voulait. Par exemple, je me suis entendu dire que le menuet de la sonatine n'était pas, si on jouait trop lentement, c'était une sarabande, et que si on jouait trop vite, c'était une valse. Ce que j'ai écrit, monsieur, c'est un menuet, n'est-ce pas? Et il était particulièrement difficile pour les mouvements, pour les valses nobles et sentimentales, entre autres, n'est-ce pas? Et puis, il était très difficile pour la clarté. Il voulait que tout sorte clairement. Alors, naturellement, ça implique des pédales bien réglées, non seulement matériellement, mais musicalement. Il ne m'a pas dit monsieur, je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous faites. J'ai l'impression qu'il y a eu, je ne veux pas dire qu'il n'y a eu que des corrections de détails, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu un chambardement de tout ce que j'avais fait. Il semble qu'un des soucis caractéristiques de Vlado Perlmutter vis-à-vis de l'interprétation ravelienne serait ce qu'on pourrait appeler une fidélité non dogmatique au texte. Lui-même avait un jeu assez strict, assez rigide, n'est-ce pas? Et il n'aimait pas les affadissements, n'est-ce pas? En ça, il rappelle Chopin. On affadit Chopin. On fait de Chopin très souvent un musicien relâché, n'est-ce pas? Alors qu'il y a une structure très grande. Et cette structure se retrouve chez Ravel, clarté. Ben oui, il faut jouer Ravel clairement. C'est difficile parce que sa technique est difficile. Dans les miroirs, comme la barque sur l'océan, une barque sur l'océan est difficile. Je ne parle pas de l'Alborada, qui est particulièrement difficile et qui demande une technique particulière. C'est pour ça qu'elle est difficile. Et il y a une certaine, pas une sécheresse, mais il faut que les doigts soient bien arqués, que les doigts soient très, très solides, n'est-ce pas? La même chose évidemment dans Scarbo. Mais il y a une solidité dans la musique même de l'Alborada qui fait que c'est très difficile. Donc vous avez une technique suffisante pour attaquer une œuvre de ce caractère, de ce gabarit et de cette particularité, n'est-ce pas? Parce que je trouve le concerto pour la main gauche, c'est une gageure plus facile que les deux mains. Tellement c'est admirablement écrit. Et il n'y a qu'un passage où le piano disparaît sous l'orchestre. Il y a trop d'orchestre, n'est-ce pas, dans l'allegro. Ça, il n'y a absolument rien à faire. Et là, la radio est extrêmement utile parce que à la radio, ça ne paraît pas parce que le piano ressort toujours bien. Mais à l'exécution, vous avez beau taper comme un sourd, ça ne sort pas. De toute façon, c'est à la radio que vous l'entendrez dans un instant. Les deux concertos de Ravel sont donc très dissemblables.
à la brillance légère, non mozartienne en soi, mais à la manière de Mozart, du concerto en sol qu'interrompt cette andante comme chantée par un oiseau triste, s'oppose le sombre fureur mêlé de charme du concerto pour la main gauche. On a parlé d'influence du jazz en 1930 en France, c'est bien possible. Il n'y a pourtant pas à se tromper sur l'affiliation ravelienne, aussi grande que celle du concerto en sol, dans une esthétique tout à fait opposée. Charme, là encore, des ambiguïtés raveliennes. Question classique à poser à un pianiste ravelien, quel concerto préférez-vous jouer? Moi, je préfère jouer celui pour la main gauche. Je l'ai joué d'ailleurs davantage que le concerto de deux mains. Il y a deux raisons. La première, c'est que par goût, je préfère le lyrisme du concerto pour la main gauche. La seconde, c'est une question très triviale et une question tout à fait personnelle, c'est que je trouve le concerto des deux mains extrêmement dangereux. Dangereux à jouer. Et surtout dangereux à jouer de mémoire. Le fameux contrepoint du mouvement lent sur le thème qui est repris par le corps anglais est d'une difficulté incroyable. Je n'ai jamais vu dans ma vie de pianiste, autant le pianiste se fourrer dedans que dans ce passage. Quant à moi, je le trouve très dangereux. Et rythmiquement, très dangereux le premier mouvement. Il y a dans toute l'œuvre ravelienne, je parle de l'œuvre de piano, une structure particulière qui fait que cette œuvre n'a subi aucune ride. Tout est construit d'une façon tellement lucide, et tellement logique, et tellement claire, que quand on songe que Gaspard de la Nuit repose sur 3 notes, il n'y a plus de 3 notes dans Scarbo, mais les 3 notes du début sont ensemble la genèse même de Scarbo. Il y a une structure dans Ondine étonnante, n'est-ce pas? Et je crois que c'est ça qui donne à la musique de Ravel un mot inexistant, une durabilité, n'est-ce pas? Des choses qui durent, qui restent malgré tout très, très de notre temps. Ça ne doit pas bouger comme mouvement d'un mot à l'autre. Puisque je suis au piano, je vais en profiter pour vous parler de la difficulté réelle, enfin en général, c'est très bien joué, c'est joué avec beaucoup de musicalité. Cette pianiste est très musicienne. Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est la difficulté de la Forlane réside toujours dans un mouvement ternaire, n'est-ce pas, plutôt binaire, où il se trouve des valeurs ternaires. C'est toujours la difficulté, n'est-ce pas, je vous signale la difficulté de cette Forlane réside dans la petite note qui est, enfin, ce n'est pas une petite note, c'est une note écrite, c'est une double croche. Alors, si on fait la double croche trop longue, c'est-à-dire que la troisième croche se trouve raccourcie. Et ça, c'est très mauvais, n'est-ce pas? C'est un peu... Ou bien... on ralentit ou on donne un accent sur la troisième croche. C'est toujours la difficulté de ces mouvements rythmiques. N'est-ce pas? La double croche doit être considérée non pas comme une mais
mélodiquement. Je ne sais pas si cette jeune pianiste a travaillé beaucoup ça, mais moi j'ai eu beaucoup de mal. J'aurais pu apprendre un grand concerto de Rachmaninov tellement j'ai travaillé ce groupe. Et Ravel y tenait énormément. Ravel était extrêmement difficile pour la Forlane, plus que pour la toccata. N'est-ce pas? La toccata est difficile techniquement, mais ne présente pas des problèmes, comment dirais, aussi subtils. Faites attention de ne pas faire tampa, pampa, 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 tirim, pim, parampa. J'ai quelques observations à vous faire, mais l'allure est bonne. La seule chose, n'est-ce pas, c'est que ce qui m'ennuie, c'est quand vous reprenez ici, vous prenez un mouvement qui est différent du début. Parce que je n'aime pas non plus le Borata trop vite. On joue toujours trop vite. Et le mouvement indiqué par Ravel est un peu trop vite. N'est-ce pas? Vous pouvez essayer un tout petit peu plus. Quoique, vous savez, enfin, moi j'hésite parce que je n'aime pas le début d'Alborata trop vite. Je n'aime pas ça. Parce que c'est pas clair, et puis les accents ne sont pas bien placés. Ces notes de la compa pam 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 tim pam pam, et surtout la première fois, enfin les deux fois, il faut ne pas jouer les gâteaux. Pam 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 pim pam 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 pim pam 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 pam. Voulez-vous me jouer s'il vous plaît cette partie-là à partir de... Maintenant, détachez les mains gauches. Voilà. Ne faites pas ça. Ça, c'est pas bon. Il faut que ça soit... Je ne dis pas qu'il faut lever la main trop haut, mais il faut faire... C'est ça, il faut le détacher. Et puis alors, mettez un doigté qui vous permette de bien faire pas. Mettez pas le même doigt, mettez un. Voilà, 4. N'est-ce pas? Je pense que la plupart de mes éditeurs, de mes auditeurs, connaissent l'Alborada del Gracioso. Et c'est pas nécessaire de leur dire que ce n'est pas une aubade gracieuse, n'est-ce pas? Que gracioso en espagnol veut dire bouffon, un peu quelque chose d'un peu grotesque, n'est-ce pas? Et que c'est l'aubade d'un bouffon, non pas une bouffade gracieuse, aubade gracieuse. Je pense que c'est inutile de vous le dire, mais enfin au cas où un ou deux de mes auditeurs ou de mes auditrices ne le connaissent pas, c'est utile de savoir. Mais il y a un côté un peu grinçant et un peu pathétique, n'est-ce pas, dans cette aubade qui veut être un peu grotesque, enfin un peu bouffon, mais qui au fond est assez pathétique, n'est-ce pas, dans la partie centrale. J'entends la partie centrale. Il m'a été posé à plusieurs reprises par différents pianistes étrangers, n'est-ce pas, parce que dans certaines éditions, il y a un Rebecca ici.
j'en conclus à un oubli de Ravel de mettre le ré bécard qui était à la main droite. Et je trouve que le ré dièse est au contraire très ravelien. Moi, je joue exactement ce que vous faites. C'est beaucoup plus ravelien, c'est peut-être moins correct, mais c'est beaucoup plus ravelien, n'est-ce pas? On m'a même téléphoné de très loin pour me dire est-ce que vous faites un ré bécard ou un ré dièse? Je dis non, je fais un ré dièse. Est-ce que c'est un oubli de Ravel? En tout cas, j'ai toujours joué ré dièse. En ce qui concerne la partie centrale, dans l'ensemble, ça n'est pas bon. Parce que d'abord, vous faites ça, ce que Ravel n'aimait pas du tout. Ravel voulait. N'est-ce pas? Je crois, je ne sais pas, je ne me souviens pas si Ravel m'a parlé de ça, mais en tout cas, il y a une chose absolument certaine, c'est que Ravel a voulu, dans la partie centrale, imiter, n'est-ce pas, le port de voix italien. Ta 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 pa 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 pam pa d'ailleurs, à l'orchestration, on le sent encore beaucoup plus. Par conséquent, nous devons bien faire ça. Faites bien. Et ici, je vous conseille ce doigté-là. Pour faire ta. Partout. Vous mettez pouce, 2, 3, n'est-ce pas? Et puis vous ne répétez pas. Et puis vous faites pouce 3.